Bien, on a fait une petite pause. Où en étions-nous, Jacques? Vous nous avez parlé de certaines étapes dans le développement de la conscience humaine. Oui, j'avais surtout répondu à la question suivante. Quelle est la meilleure conception de l'homme, la plus vraie, la plus riche? Est-ce que c'est la plus récente ou la plus complète? J'avais répondu c'est la plus complète. Et j'avais commencé à en faire la démonstration en évoquant certaines des grandes étapes franchies par l'être humain depuis sa sortie de la mer il y a des millions d'années jusqu'à nos jours. Et en rappelant que ces étapes, comme par exemple la station debout, la marche, en rappelant que nous avons intérêt à nous souvenir de ces étapes-là, à les dépasser, certes. Nous avions intérêt à les dépasser, certes, mais sans les oublier. Mhm. Et alors, moyennant quoi, si on intègre à sa conception de l'homme, à sa conception de soi-même, ces étapes-là, on peut dire c'est l'homme étagé par opposition à l'homme étalé. Alors, pour moi, un des grands problèmes du monde actuel, c'est que c'est l'étalement. L'étalement de tout. L'effondrement de tout ce qui est hiérarchie, de tout ce qui est verticalité. Alors, j'en étais pour ma part dans ma réflexion, dans le retour au passé, au sacré. Bon, peut-être que vous pouvez prendre un peu le temps de nous expliquer ce que vous voulez dire par étagé, l'homme étagé. Étagé. C'est complexe? C'est le mot complexe? L'homme étagé, c'est l'homme qui intègre tout ce qu'il a été dans son présent. Et au milieu du 20e siècle, il y a un certain philosophe allemand devenu américain qui s'appelait Hubert Marcuse, qui a écrit un livre qui était à l'origine des événements révolutionnaires de 1968, des années 60 aux États-Unis. Le 68 en France, ça s'appelle L'homme unidimensionnel. Pour Marcuse, beaucoup des problèmes auxquels l'humanité serait confrontée étaient liés à cette unidimensionnalité de l'être humain, sur laquelle je reviendrai plus tard parce que c'est un sujet passionnant à lui-même. L'homme de la tradition avait, comme dit Novalis disait, l'homme est un arbre qui a ses racines dans le ciel. Autrement dit, l'homme est constitué d'un double enracinement dans la terre et dans le ciel, deux sources d'énergie différentes. Et quand il perd ses racines dans le sol, il perd en même temps ses racines dans le ciel. Il ne lui reste plus que l'étalement, l'horizontalité. Mais je reviendrai là-dessus plus tard. Là, je veux franchir une autre étape dans l'exploration du passé, évoquer brièvement le sacré. OK. Quand le mot sacré me vient à l'esprit, il me vient aussi à l'esprit des vers de Victor Hugo. Sentir l'être sacré frémir dans l'être cher. C'est parmi les plus beaux vers sur l'amour qu'on puisse lire et entendre. Mais j'ai deux aspects du sacré que j'évoquerai rapidement. Les rites funéraires. C'est les rites funéraires qui ont été universels dans l'humanité et que des événements récents au Canada nous ont rappelés. Parce que dans la fameuse affaire des pensionnats autochtones, quelle était la question posée? Quel sort on a réservé aux cadavres des enfants morts? Est-ce qu'ils ont eu droit à des rites dignes d'eux? Mhm. Entre parenthèses, c'est assez étonnant que les hommes blancs se reprochent aujourd'hui de ne pas avoir respecté ces rites-là, alors qu'eux-mêmes, aujourd'hui, envoient des bulldozers dans les cimetières, qu'il n'y a plus aucune considération pour les rites funéraires pour eux. Je ferme cette parenthèse, mais je voulais juste la soulever parce que l'ouvrir parce que elle aide à comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Ces rites funéraires, je n'ai pas à le démontrer, c'est connu de tous les historiens, ont existé dans presque toutes les cultures, notamment dans la culture occidentale. Bien illustré, par exemple, par la tragédie de Sophocle, Antigone. Antigone qui meurt parce elle tient absolument à offrir ses rites funéraires à son frère qui est mort en luttant contre sa propre patrie.
Elle s'expose elle-même à la mort pour accomplir ses rites envers son frère. On ne réfléchirait jamais assez sur une telle tragédie, sur sa signification. Ce culte des morts indique que les gens croyaient en une autre vie. Ce culte des morts n'est pas la preuve, ne prouve pas que cette autre vie existe, mais le fait est que ces rites ont existé. Et le fait est que des hommes ont cru en cette immortalité. Avaient-ils raison, avaient-ils tort? En croire qu'on y était au juste? Qu'est-ce qui est advenu de leurs croyances? Est-ce qu'ils ont perdu leurs illusions? Est-ce que c'était des illusions fécondes? Nous ne le saurons jamais, nous ne le savons pas, nous ne le saurons jamais. D'ailleurs, moi, même les plus grands philosophes qui ont excellé dans le raisonnement comme Platon atteignent leur sommet dans des mythes comme le mythe de la caverne, par exemple, ou le mythe d'Air dont on pourra reparler à propos de la liberté. Mais est-ce que dans le monde actuel, est-ce qu'il y a encore de la place pour le mythe, pour le symbole, pour ce genre de langage, de vérité le mythe irrationnel ou peut-être qu'on pourrait dire même para-rationnel? Le mythe suppose de la verticalité dont je parlais tout à l'heure. Si on n'a pas de racines dans la terre à la fois et dans le ciel, on est incapable de forger des mythes vivants. Mais tant que l'être humain est vivant, il est capable d'enfanter des mythes, d'être un poète. Aimer ce que jamais on ne verra deux fois. C'est un vers de Vigny que je cite souvent parce qu'il en a un seul vers. C'est tout le mythe de la vie. Aimer ce que jamais on ne verra deux fois. Il y a la vie, la mort, le risque. Et je vis pour ma part essentiellement de souvenirs de ce genre-là. Donc, je vois pas comment on peut avoir une vie spirituelle, une vie intérieure, et même une vie intellectuelle, parce que j'ai 3 vies se tiennent. Je ne vois pas comment on peut avoir on peut vivre intérieurement sans être nourri par la poésie, par le grand art. Ce que je dis de la poésie, je dis aussi de la peinture. Il y a un tableau de Rembrandt, Aristote contemplant le buste d'Homère, qui est au cœur de ma vie depuis mon adolescence. Il me revient à l'esprit, à la mémoire constamment, parce que il symbolise pour moi la filiation, le lien du disciple avec le maître. Vous savez, Homère était aveugle. Aristote est à ses pieds, dans le tableau de Rembrandt. Ils sont réunis par la lumière dorée de Rembrandt. Et même si Homère est aveugle, on sent qu'il se regarde, lui et Aristote se regardent avec amour, avec tendresse, avec reconnaissance. Et on a ce tableau, à lui tout seul, résume toute la civilisation grecque. Homère, c'est le début. Aristote, c'est la fin. Et on a dans un seul tableau de Rembrandt, on a condensé d'une façon poétique toute l'histoire de la pensée grecque. Mais quand je pense au sacré... Donc pour vous, gardez votre idée. Pour vous, ces poésies, ces lignes, ces vers que vous récitez par cœur régulièrement, cette image que vous venez de me décrire, c'est ce que vous appelez les talismans intérieurs. Un exemple de talisman intérieur. Donc on pourra faire éventuellement une autre entrevue peut-être. Ce que j'appelle les talismans intérieurs, un exemple. Plus terre à terre. Et je prie devant moi pour une nuit profonde, mon ombre qui passait pleine de vanité. C'est un vers de Musset que j'ai lu adolescent. Et je prie devant moi pour une nuit profonde, mon ombre qui passait pleine de vanité. Vous savez, l'adolescent qui rêve de devenir parfait, mais qui découvre tout à coup qu'il ne pourra pas le devenir, qui est victime d'un vague à l'âme, qui peut aller jusqu'au suicide dans certains cas parce que... Et là, un poète nous dit, c'est mon ombre qui passait comme une nuit profonde. C'est mon ombre qui passe devant moi que je prends pour une nuit profonde. Oui, mais je vois l'image, là, c'est là qu'il n'y a pas d'ombre, c'est dans la verticalité. Exactement. Se relier à la lumière. C'est dans l'air du midi qu'il faut se relier à la lumière, parce que c'est là où il n'y a pas d'ombre. Quand le matin, l'ombre est devant soi, le soir, elle est de l'autre côté.
Et c'est là que le désespoir est peut-être. C'est-à-dire que quand on se regarde soi-même à l'heure du midi, il n'y a plus d'ombre. Ouais, ça fait penser aussi l'ombre au sens jungien ou l'ombre de son propre dragon euh, à Oui, affronter, oui, oui. Oui. qui est dans un... Bon, ben, ça fait partie de l'aventure humaine, mais dans un monde, je pense qu'on vous a m'en parler tantôt des médias sociaux, mais je prends un peu d'avance, où j'associe beaucoup médias sociaux et la construction de la... le mot m'échappe tout d'un coup, le gars qui se regarde dans le lac. Le Euh, narcisse. bon, le narcissisme total qui s'engraisse avec les médias sociaux fait qu'à un moment donné, justement, de voir sa propre ombre, ses propres ténèbres, ses propres dragons, et c'est la fin du monde tout d'un coup parce qu'on s'imaginait parfait ou Écoutez, ça c'est. on aurait besoin de se voir au moins aussi parfait que tous les amis qu'on a sur Oui, oui. Facebook. C'est la jeunesse deal avec ça. En deux lignes, hein, le vers de Michel. Pourtant, c'est pas un des plus beaux vers de la langue française. Et je prie devant moi pour une nuit profonde, mon ombre qui passait pleine de... C'est un traité de psychologie en deux lignes. Hmm. Bon, j'ai écrit un article récemment sur le sujet que j'ai intitulé Les reliques et les objets jetables. Hmm. Pourquoi est-ce pourquoi est-ce qu'on jette tant d'objets? Pourquoi est-ce qu'on n'a la relique est l'objet non jetable par excellence? Mhm. C'est un objet qui est immortalisé parce que, à cause de sa signification. C'est l'objet durable par excellence. Et j'en suis venu à penser que tant que les êtres humains n'auront pas le génie de redonner aux objets leur sacré, leur dimension sacrée, nous ne pourrons jamais en finir avec le gaspillage et les objets jetables. Et alors là, je me suis... Une Alors, solution écologique, une solution spirituelle écologique. écoutez, j'ai continué à réfléchir sur le sujet Pardon. pour m'arrêter au cycle du carbone. C'est une merveille, le cycle du carbone. La vie des arbres, des plantes qui, pendant des millions d'années, des millions d'années, accumulent l'énergie de carbone sous forme de charbon, de pétrole et de gaz dans le sol. Une énergie solaire qui est emmagasinée pour l'avenir, une conservation. Alors, si on a une conception poétique de l'univers, si on considère que l'univers n'est pas un paquet de matière inanimée sans signification, si on pense qu'il est vivant, qu'il a une âme, qu'il a un sens, alors le cycle du carbone devient une chose en elle-même presque sacrée. Et alors, si on avait une culture, alors le sacré pourrait faire revenir par le biais d'une nouvelle conception de la science où elle nous fournirait des métaphores pour redécouvrir le sacré. Alors, ce qui m'amène à rêver, ça va vous faire sourire, ce qui m'amène à rêver d'objets en plastique qu'on vénérerait parce qu'on sait qu'on les aurait fabriqués à partir du carbone tiré du sol, enfoui pendant des milliers d'années dans le sol par des arbres et des plantes de tout genre. Et on pourrait dire beaucoup de choses là-dessus que le retour du sacré par le biais de la science utilisée comme bassin de métaphore. Mm-hmm. Ah, ça c'est intéressant. La science avec comme bassin de métaphore. Parce que je pense aux astrophysiciens qui, à un moment donné, deviennent un peu à court de mots pour décrire des réalités aussi splendides et commencent à tomber dans la poésie et le symbole, l'analogie. Et bon, pour moi, c'est un sujet sur lequel on reviendra un jour, j'espère. Pour moi, la photosynthèse est une parfaite image de la grâce, du lien intérieur de l'être humain avec le divin. Mais ça m'amènerait à faire un long développement sur le sujet. Je préfère aborder un autre thème, qui est celui un autre thème relatif à notre passé, qui est celui de la culture orale. Par exemple, La tradition. la tradition orale.
Songez que l'Iliade et l'Odyssée, les deux grands poèmes d'Homère, les gens, les Grecs se les sont transmis pendant des générations parce qu'on les savait par cœur. Bon. Alors, encore une fois, aujourd'hui, ce n'est plus nécessaire de les apprendre par cœur parce qu'ils sont dans des livres et dans des mémoires d'ordinateur. Mais on n'a pas perdu quelque chose en cessant de cultiver la mémoire orale, la tradition orale. Je pense qu'on a perdu quelque chose. Pour la raison suivante, c'est que je reviens à mes Grecs anciens parce que j'ai une familiarité avec eux que je n'ai pas avec les grandes traditions orientales. Mais ils étaient pas riches, les Grecs de l'époque d'avant Homère. Ils devaient avoir beaucoup de peine à se nourrir tout de jour après jour, et donc l'énergie psychique, l'énergie qu'ils utilisaient pour mémoriser leurs textes, c'était une dépense, c'était un luxe, un grand luxe pour eux. D'où, pour des raisons strictement économiques, au meilleur sens du terme, l'obligation de ne retenir que ce qui avait une valeur de survie. J'appelle valeur de survie en me aussi la survie de l'âme. Valeur de survie, l'expression valeur de survie me vient de Konrad Lorenz, le grand éthologiste. Il disait que dans les éléments culturels ont une valeur de survie dans la mesure où ils assurent, ils nourrissent l'âme humaine, ils enrichissent les cultures et aident les gens à mieux vivre et à survivre. Alors, il y a dans les grandes traditions culturelles, dans des poèmes comme l'Odyssée, l'Iliade d'Homère, il y a une grande valeur de survie. Et alors, ce qui m'amène à penser que la tradition orale, à cause de l'énergie qu'elle exigeait, obligeait les gens à faire de bons choix. Et que s'il y a des auteurs classiques, s'il y a des auteurs qu'on appelle classiques maintenant, et si ces classiques méritent un grand respect, c'est en grande partie parce que ils ont été bien choisis. Ils ont été bien choisis presque par nécessité. Tandis que quand on peut acquérir toutes sortes de connaissances en se laissant imbiber, comme c'est le cas aujourd'hui, il y a risque qu'on ne retienne pas l'essentiel. Et encore, est-ce qu'on acquiert des connaissances à l'époque de... Aujourd'hui, n'importe quel sujet, on trouve des mines d'informations sur Google et sur YouTube. Est-ce qu'on apprend? Est-ce que parce qu'on a passé des heures et des heures à visionner des vidéos, on a vraiment intégré quelque chose? J'avoue que... Est-ce qu'il vaut mieux avoir un paquet d'idées, être exposé à la multitude des idées ou avoir intériorisé quelques idées propres à la survie de l'âme? Écoutez, il y avait une expression pour désigner la sagesse et la science autrefois, c'était un puits de... On disait des sages ou des savants, c'était des puits de science. Le mot puits indique la profondeur, la verticalité. Et c'est une belle métaphore parce que le danger aujourd'hui, c'est qu'à force d'horizontalité, d'avoir le choix entre un nombre infini de connaissances, d'images, de valeur égale. De valeur égale. Il n'y a pas de hiérarchie dans Il n'y a pas de hiérarchie. Alors, d'où pour moi la nécessité. Alors, remarquez, soyez bien entendu, je vais être honnête, je suis le premier à aller chercher dans Google les informations dont j'ai besoin. Ouais, moi aussi, de temps en temps. Bon, mais je pense qu'il faut équilibrer ce geste du colibri parce que pour moi, quand je navigue sur Internet, je me sens un peu comme un colibri. Je vais rapidement d'une fleur à l'autre pour ramasser du sucre. Mais il faut s'arrêter à un moment donné pour assimiler le sucre, le digérer. C'est pourquoi, en éducation, je pense que le retour à la tradition orale, au par cœur bien compris, est nécessaire pour équilibrer la navigation sur Internet. Parce que vous avez cherché des centaines de choses sur Google cette semaine, mais vous allez oublier la plupart d'entre elles.
mais il vous reste vos talismans intérieurs Il me que reste mes vous avez talismans intérieurs depuis que j'ai depuis 50 ans et plus. toujours, il me reste le tableau de Rembrandt. Les quelques lignes là, qui tiennent en deux vers que vous m'avez dit tout à l'heure sont digérés, intégrés, Ils font partie de mon humus intérieur. Ils font partie de ma vie intérieure. Parce que la vie intellectuelle est une vie. C'est pas... c'est une vie. Ah là, vous m'amenez, je fais une parenthèse si vous me permettez, parce que c'est toujours quelle place donne-t-on à la philosophie? Est-ce que c'est la vie intellectuelle comme je vous ai déjà raconté ma rencontre avec un professeur de philosophie du cégep et on se mettait un peu au défi, ou en tout cas on n'était clairement pas sur la même longueur d'onde à savoir qu'est-ce que la philosophie. Et il me questionne là-dessus. Ouais, c'est quoi la philosophie pour toi? Bon, pour moi, c'est une manière de se relier à la vie, qui est de chercher la vie bonne. C'est l'amour de la sagesse. D'abord l'amour, peut-être un jour la sagesse, en gros. Et je lui relance la question, il me dit, pour moi, c'est une discipline d'étude rationnelle. Et ça m'a vraiment convaincu que c'était pas la direction que je souhaitais prendre avec la philosophie. Et c'est une des raisons pour lesquelles je trouve qu'on s'entend tellement bien, c'est que votre manière de vous relier à la vie intellectuelle en général n'est pas strictement une discipline d'étude rationnelle dans le but d'écrire son livre, mais c'est une recherche de comment vivre où il y a quelque chose de beaucoup plus profond, de l'ordre de l'humus intérieur dont vous parlez. Écoutez, je vais vous raconter une histoire très personnelle que je n'ai jamais racontée publiquement. Une histoire que j'ai vécue, que beaucoup de gens vivent sans doute d'une autre manière, chacun. Bon, parce qu'à mon avis, chacun a sa façon de vivre des expériences essentielles. Et pendant longtemps dans ma vie, vers l'âge de 40 ans, 50 ans, j'étais victime de ce que j'appelais le vertige de la contingence. Je me sentais en tomber dans un maelstrom où j'avais le sentiment que tout ce qui m'était cher, mes amis, mes proches, les êtres que j'aimais, la maison que j'habitais, le pays que j'habitais, le paysage que j'habitais, que tout ça aurait pu ne pas exister. Et ça me plongeait dans une souffrance intérieure intolérable. À certains moments, j'aurais préféré mourir. J'ai compris pourquoi on pouvait se suicider dans des situations pareilles. C'était intolérable. J'avais beau essayer de me raccrocher aux preuves de l'existence de Dieu. Et je sais que je les avais étudiées jeune. J'étais attaché à la preuve ontologique, à l'idée que si on est capable de concevoir la perfection, c'est qu'un être divin a déposé ce sentiment de la perfection en nous. Donc, c'est la preuve que Dieu existe. Aucune de ces preuves de l'existence de Dieu ne me convainquait de quoi que ce soit. Jusqu'au jour où, dans ce qui m'a semblé être à la fois un rêve et un éveil suprême, je me suis senti appelé parce que vers le haut, par une réalité qui est faite de lumière et de vie. J'ai éprouvé un sentiment de libération indicible, le sentiment que ce que j'ai appelé le vertige ascendant de l'amour. Ça, c'est devenu pour moi la vérité suprême. C'est pas une vérité que je peux. Ce n'est pas une vérité que je peux exposer, que je peux démontrer. C'est une vérité vécue, mais qui est trop lumineuse pour que je puisse la mettre dans des mots. Si je peux pas la mettre dans des mots, c'est pas parce qu'elle est confuse, c'est parce qu'elle est trop lumineuse. Alors, ça me rappelle une métaphore, ça me rappelle une image. J'ai visité un jour une église romane dont la clé de voûte était aussi un puits de lumière. Alors, cette clé de voûte qui était aussi un puits de lumière tenait l'édifice et l'éclairait en même temps. Pour moi, l'expérience dont je viens de vous parler, c'est une expérience un peu semblable où j'ai l'impression d'avoir découvert une zone de lumière
qui tient le monde et qui me tient et qui m'éclaire en même temps. Et tout est devenu clair par la suite, en ce sens que penser, c'est réfléchir sur l'amour, réfléchir sur les conditions de l'amour. Agir, c'est créer dans la société, les conditions de l'amour. Tout gravite autour de l'amour et donc, et l'amour, c'est la vie. Ah, ben, ça nous renseigne, ça donne beaucoup de sens à l'ensemble de votre œuvre. Ça explique. Tout vient de là. C'est la clé de voûte. C'est la clé de voûte. Le vertige ascendant de Le l'amour. vertige ascendant de l'amour. Wow. Le contraire de la chute dans le maelstrom. Mais ça, ce vertige ascendant, on peut pas se le procurer. Il ne peut qu'être donné. Ce que j'ai essayé de me procurer par moi-même, c'est des preuves de l'existence de Dieu. C'était vain. Et c'est quand j'ai renoncé aux preuves que j'ai éprouvé ce vertige ascendant de l'amour. Il y avait quand même un élan vertical, une recherche Un désir. dans l'action. Un désir. Est-ce que la grâce vient sans l'action? J'ai une image en tête, c'est mieux si je la partage. C'est une image où on voit le coq sur la girouette, qui est, c'est le sommet du bâtiment, de l'église. C'est le coq qui monte. Le coq est un animal qui ne vole pas, mais il est à son plus haut. C'est joli. Et c'est seulement là qu'il peut, il est à sa limite. Il ne peut pas s'élever au niveau divin, il ne peut pas voler. Et le ciel ou la foudre ou l'esprit, ce qui vient d'en haut, ne peut pas nécessairement descendre jusqu'au niveau du coq lorsqu'il est par terre. Le coq ne peut pas recevoir la grâce. La grâce, quand il picosse, c'est joli. Il faut qu'il s'élève au-dessus c'est très beau. Au plus haut de sa condition. Donc, il y a quelque chose comme si, pour avoir un peu d'inspiration, encore faut-il s'élever soi-même. On s'élève pas soi-même. On peut se mettre dans une situation où on va être élevé, mais on peut pas s'élever soi-même. On peut marcher, on peut s'élever, on peut aller au sommet d'une montagne et de là contempler le ciel dans toute sa pureté. Mais l'élévation intérieure va venir, c'est l'énergie qui vient d'en haut qui nous élève et non pas celle qui vient de nous. C'est pour ça que je fais un lien entre la grâce et la photosynthèse. Grande question. Question pour une autre fois. Est-ce qu'on continue avec Vous étiez lancé sur des étapes, après on était rendu à la tradition orale. Des étapes d'évolution un peu des couches. Les couches Alors là, je termine à propos de la tradition orale en disant que il faut revenir au par cœur avec ferveur, en insistant sur le mot cœur, parce que pour équilibrer le superficiel, l'éphémère, parce que dans la culture actuelle, où tout est étalé, tout est aussi éphémère. Il faut réapprendre par cœur tous les plus grands textes et les choisir, ce qui suppose un effort considérable pour faire les bons choix, parce que comme on peut pas tout apprendre par cœur, on peut pas tout s'imprégner de tout, il faut se laisser guider vers les meilleures sources, vers les plus riches. Et moi, je dois dire que j'ai été choyé par la vie de ce point de vue-là, parce que j'ai eu des maîtres. Je les présente dans mon livre après La raison et la vie. J'ai eu parmi mes maîtres des hommes comme Gustave Thibon, qui avaient une mémoire illimitée, à la fois vivante et illimitée. À la fin de sa vie, surtout, sa vie consistait, il pouvait pas vivre sans réciter des vers presque constamment.
Il est mort à 97 ans. Et je pense que quelques mois avant sa mort encore, il récitait des vers constamment. Il semblait avoir une mémoire illimitée. Et ce que j'ai remarqué chez lui, beaucoup des vers que je sais par cœur moi-même me viennent de lui. Parce que tout en ayant une vaste mémoire, il avait une mémoire sélective. Il récitait les plus beaux vers. Et alors, je pourrais vous donner beaucoup d'autres exemples d'amis qui m'ont inspiré. Ben, vous m'ouvrez une porte avec Thibon, je pense. Est-ce qu'on peut aller parler un peu? Parce que votre livre s'intitule La raison et la vie. On s'est demandé qu'est-ce que vivre ou la différence entre vivre et fonctionner. Euh, et Écoutez, vous avez raconté la pièce de Thibon. J'oublie le titre. Vous serez comme des dieux. Vous serez comme des dieux. Et j'aimerais faire une petite place à ça dans cet entretien. Pourriez-vous nous la raconter, mettre en contexte un peu, puis nous raconter l'enjeu? Parce que je pense que ça fait partie des choses qui peuvent devenir comme un talisman intérieur pour les gens, spécialement dans l'époque qu'on vit actuellement, où on dirait que l'obsession de la sécurité absolue et de la vie dans la durée, la vie éternelle dans la durée, comme si personne n'a le droit de mourir, on a quelque chose à apprendre de Thibon. Alors, vous savez, comme des dieux, c'est dans l'œuvre de Thibon, c'est une chose assez insolite. C'est que c'était un homme très curieux, qui avait rêvé de devenir médecin, puis il s'est passionné pour la biologie. Il a écrit cette pièce-là en 1905, elle a été publiée en 1958. Il venait de rencontrer un grand biologiste français qui avait prédit l'évolution de la biologie. Et vous savez, comme des dieux, c'est une pièce futuriste, beaucoup plus subtile que Le meilleur des mondes de Huxley, où les savants ont réussi à vaincre la mort et à créer une humanité, belle. C'est un paradis sur Terre, mais qui est aussi beau que possible. Tandis que le paradis sur Terre de Huxley a quelque chose de grinchant, de mécanique, de grossier. Mais le paradis sur Terre dont parle Thibon dans Vous serez comme des dieux, c'est un paradis enviable. Vous vous promenez dans des sentiers ombragés où il y a du parfum dans l'air. On y adhère, le lecteur y adhère. Le lecteur y adhère et bon. Ouais. Alors que Le meilleur des mondes, on y adhère pas vraiment. Exactement. Alors là, et la pièce, au centre de la pièce, il y a l'héroïne qui s'appelle Amanda, choisit de devenir mortelle dans cet univers-là. Alors là, elle se souvient qu'elle a une âme, et elle préfère prendre le risque de mourir et d'assurer l'éternité de cette âme, et de renouer avec tous les morts de son passé. Elle fait le même choix qu'Antigone. J'irai donc aimer chez les morts. Puisque pour aimer, pour aimer ce que jamais on ne verra deux fois, l'amour suppose la fragilité. On ne peut pas aimer un être humain si on ne se sent pas mortel. C'est ce qu'elle éprouve en observant tout ce qui se passe autour d'elle. Mais là, quand elle avoue son désir de mourir, on la considère dans ce meilleur des mondes, on la considère presque comme une criminelle. Parce qu'elle enfreint la règle du jeu. Mm-hmm. Elle ramène l'humanité au passé. La mort a été vaincue. Comment peut-on désirer... Comment ose-t-on en 2021? Comment ose-t-on en 2021 désirer mourir? Mm. Alors là, par cette pièce-là, Thibon nous mettait devant la réalité actuelle. En ce sens que... Elle n'est pas suicidaire. C'est pas du tout suicidaire. C'est pas désirer mourir, c'est décider demeurer mortel. C'est désirer être mortel. Désirer être immortel d'une autre manière. Ah, ok. C'est désirer le royaume qui n'est pas de ce monde. C'est renouer avec tous les anciens qui ont désiré cette immortalité. Et alors,
Elle finit par un des maîtres qui s'appelle Elias, dans la pièce, un des savants qui gouverne ce monde-là, tombe amoureux d'elle. Elle finit par le convaincre de devenir mortel avec elle. Alors, ce qui m'avait tant frappé dans la pièce à l'époque où je l'ai lu, au début des années 60, c'est que on n'en est pas là. On n'est pas au meilleur des mondes ensemble. On n'est pas dans ce monde parfait où la mort est vaincue. Mais qu'on veut tellement, c'est tellement devenu notre objectif qu'on est, que c'est comme si on y était déjà. D'où le fait que pour vivre aujourd'hui, pour aimer aujourd'hui, il faut accepter de mourir. La mort est devenue un choix. René Dubos, un autre de mes maîtres, a écrit un livre qui s'appelait Choisir d'être humain. Cette pièce-là nous invite non seulement à choisir d'être humain, mais à choisir de mourir. La mort est devenue un choix. Hmm. C'est indissociable du choix de l'amour. En tout cas, dans la religion transhumaniste, on n'est peut-être pas rendu là, mais c'est ce qu'on souhaite. C'est ce qu'on souhaite, et c'est le mythe, de ne plus mourir. C'est devenu la religion de la majorité. C'est devenu la religion de la majorité. Et mais ça fait, justement, je me questionne sur quelle place ça fait à l'amour, parce que l'amour, c'est pour quelque chose qu'on ne possède pas. Le désir, c'est pour quelque chose qu'on ne possède pas. À partir du moment, peut-être que dans toute l'histoire de l'humanité, on a désiré l'immortalité, mais sans aucun espoir de posséder la vie pour toujours. Donc, il y avait un amour de la vie, parce qu'elle est fragile, précieuse, temporaire. Je ne suis pas certain que ça ferait tant de bien à l'humanité de savoir que, personnellement, si je savais que je vivrais toujours, j'ai l'impression qu'il y aurait quelque chose de toxique dans ça. alors Corneille. Comme pour les relations amoureuses. C'est pas garanti que ça dure toujours. C'est précisément la fragilité qui en fait la beauté. Je reviens encore, je l'ai cité déjà 2 fois, mais je reviens encore à ce vers de Vigny, aimer ce que jamais on ne verra 2 fois. C'est ça le moment d'éternité. C'est une participation au présent qui le fait déboucher sur l'éternel. Aimer ce que jamais on ne verra 2 fois. Alors, je préférerais, puisqu'on vient de faire une nouvelle petite pause. Vous avez parlé tout à l'heure, je préférais revenir sur la question des médias sociaux. OK. Vous avez parlé tout à l'heure des médias sociaux d'une façon très éloquente. Et j'ai beaucoup réfléchi sur le sujet depuis 30 ans. Depuis que l'Internet existe. Mm-hmm. Alors, une première remarque. J'ai fait allusion tout à l'heure aux racines de l'être humain dans le ciel et dans la terre. À la verticalité, au double enracinement. Quand on perd ses racines dans la terre, on perd en même temps ses racines dans le ciel. Et alors, il ne reste plus que l'horizontale. Alors, c'est là que l'écran prend toute son importance. Mm-hmm. Ces racines qui ne peuvent plus se déployer dans le ciel ni dans la terre, on les déploie à l'horizontale dans l'écran. On cherche le sucre de la terre et le sucre et la lumière du ciel dans les écrans, dans ce qui est à notre niveau. On voit ça dans l'éducation aussi, lorsque les parents se déconnectent de leurs enfants. Lorsque l'enfant n'a plus suffisamment de support de son milieu, dans l'occurrence parentale, ce sont les semblables qui deviennent la référence. Donc, ses pairs. Et bon, c'est normal à une certaine phase de développement. À l'adolescence, par exemple, les parents perdent un peu d'importance dans les références, puis c'est les pairs qui deviennent les plus importants. Mais
on a observé que dans l'éducation, ça se produit ça se produit très jeune, où les enfants sont moins en contact avec leurs parents et leurs parents perdent une signification pour eux. Et ce qui a du sens, c'est la relation horizontale avec les pères. Et je termine la parenthèse en racontant brièvement une entrevue que j'écoutais récemment avec l'auteur du livre, malheureusement son nom m'échappe, mais c'est l'auteur du livre The Coddling of the American Mind, qui disait, en gros, les jeunes qui ne sont que dans les médias sociaux comme culture ont perdu toute référence aux autres générations et à tout ce qui est classique, ou les idées, la connaissance même des autres époques. Et tout ce qu'ils consomment, leur seule culture c'est du contenu qui a été créé il y a 2 semaines par d'autres enfants de leur âge. C'est leur univers. Là, vous me rappelez un autre talisman intérieur. C'est des vers de Catherine Pozzi, qui était une amante de Paul Valéry. Mais ce futur dont vous entendez vivre est moins présent que le bien des disparus. Toute vendange à la fin qu'il vous livre, vous la boirez sans pouvoir être ivre du vin perdu. Au lieu de s'enivrer du vin perdu, du vin du passé, on se gargarise avec les eaux superficielles du présent. Alors là, ça m'amène à plusieurs réflexions, dont une fondamentale. Le passage du modèle à l'image. Éduquer, c'était se nourrir de modèles, admirer des modèles. Et l'horizontalité, l'étalement, dans tous les domaines, a eu pour effet que les enfants en particulier, au lieu de tourner leur regard vers des modèles, les tournent vers des images d'eux-mêmes le plus souvent. Mais je voudrais expliquer tout ça par un peu d'histoire du XXe siècle. En m'inspirant de la biologie. Et plus précisément de ce que les biologistes appellent le principe de clôture. Autour de chaque cellule, il y a une membrane qui filtre l'information, l'énergie qui filtre l'information qui en sort, qui filtre celle qui entre, et qui conserve l'énergie à l'intérieur de la cellule. S'il n'y avait pas de membrane pour conserver l'énergie à l'intérieur de la cellule, elle mourrait vite. Il y a une membrane semblable il y a une membrane semblable autour des organes, qui sont des assemblées de cellules, si on peut dire, des regroupements de cellules. Il y a une membrane semblable. Il y a une membrane autour de l'organisme complet. Et je fais une analogie entre cet organisme et les sociétés. Dans les sociétés, il y a des familles qui sont entourées d'une membrane protectrice, normalement. Des écoles, des églises, des associations de tout genre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis au 20e siècle, depuis 1945 surtout? C'est que donc, il y a des ensembles. Il y a des ensembles organiques. Des ensembles d'ensembles, et tout ça crée une complexité d'association. Chacun des éléments constitutifs de ces ensembles-là a sa membrane. Et c'est une membrane qui entoure l'ensemble. Ce qui n'empêche pas d'avoir une synergie puis une collaboration. Au contraire, c'est ça un organisme. J'aime bien l'expression corps intermédiaire pour désigner la famille, les religions, les nations. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis 1945 surtout, c'est que les grands médias, la radio d'abord, la télévision ensuite Internet, les médias ont bombardé littéralement toutes les parois entourant les corps intermédiaires. La membrane entourant la famille s'est effondrée complètement. Toute l'information qui arrive d'un peu partout atteint directement les enfants. Et c'est pourquoi d'ailleurs les parents sentent bien que c'est pas normal. C'est pour ça, par exemple, que
les vendeurs d'appareils d'ordinateurs indiquent des façons aux parents de bloquer certaines informations pour les enfants. Les parents essaient tant bien que mal de reconstituer une membrane protectrice de cette manière-là, mais ils n'y parviennent pas. L'enfant est exposé directement et sans défense à toute l'information qui vient de l'extérieur. Et le philosophe Allen Bloom avait prévu tout ça à propos de la musique. C'est lui qui rappelle dans L'âme des armées qu'avant la guerre du 29-45, les enfants américains n'avaient pas d'argent de poche. Alors, la musique qu'ils apprenaient, qu'ils écoutaient, c'était celle qui appartenait au folklore de leur famille. Je l'ai vécu jeune, ça, parce que quand j'étais petit, avant la télévision, les chansons que je connaissais, c'était celles de la bonne chanson. C'était celles que mes parents m'avaient apprises. C'était celles qui venaient de la tradition, de la culture. Et alors, quand le jukebox d'Elvis Presley, le jukebox est arrivé dans mon village, il a amené Elvis Presley avec lui. Pas sûr que mes parents auraient choisi de m'exposer à la musique d'Elvis Presley, mais s'ils avaient eu le choix, ils n'avaient pas le choix parce que ça leur était imposé. La musique avait pénétré dans la cellule familiale. Aucune membrane protectrice ne l'avait arrêté. C'était le cas pour toutes les musiques commerciales. De sorte que les enfants se nourrissaient désormais, non pas nécessairement de la meilleure nourriture, mais de celle qui rapportait le plus d'argent aux vendeurs de musique dans le cas voilà. C'est comme ça que... On peut faire le parallèle avec les appareils d'aujourd'hui. Les enfants de très jeune âge ont leur propre téléphone cellulaire branché au moins sur le Wi-Fi. Ils ont accès à du contenu infini. Ils sont là-dessus. Mais parler de quelque chose qui rentre dans la cellule de la famille et qui rend impossible et inintéressante les relations entre les membres de la famille, ces appareils. Mais c'est comme ça dans les écoles, même. C'est comme ça dans les écoles aussi. Dans l'école que j'ai fréquenté, dans le pensionnat que j'ai fréquenté dans ma jeunesse, on n'avait pas le droit d'écouter la télévision. La radio, une fois de temps à autre, c'était permis. Mais on était obligé d'aller à un concert le samedi des jeunesses musicales pour entendre la musique classique. On était obligés. On nous interdisait la radio et on nous obligeait d'aller entendre la musique classique. Bon, alors, j'ai appartenu à la direction d'un cégep à Onsic. C'était au début des années 70, déjà le mal était fait. J'ai voulu réintroduire les jeunesses musicales, j'ai pas réussi. Tant les choix, l'habitude de choisir s'était répandue. Donc, mais ce choix correspond à ce que Descartes appelait le plus bas niveau de liberté, qui est la liberté d'indifférence. On choisit, pensez-y bien, on choisit parce qu'on croit, on n'a pas de raison on n'est pas emporté par la beauté, par exemple. Est-ce que quand on tombe en amour, quand on tombe amoureux d'une jolie femme, est-ce qu'on choisit? On est emporté. On est emporté. On va peut-être découvrir après qu'on s'est trompé, mais au moment où on va vers elle, on est emporté. On ne choisit pas. Alors, Descartes fait une distinction entre la liberté de perfection et la liberté d'indifférence. La liberté de perfection, c'est quand on est emporté par la beauté, par l'évidence. Plus on se rapproche de la beauté et de la connaissance, moins on choisit parce que tout devient clair. Dans la mesure où tout est confus, tout est vague, qu'on attache d'importance au choix et qu'on choisit. Plus tout devient clair, moins on est en train de choisir, plus on se définit. Et peut-être que plus on se découvre soi-même, finalement. Ça, c'est le fond de la question. Il y a la même distinction sur les deux libertés chez Platon. Dans le mythe de la caverne, le choix, c'est pas entre des objets. C'est entre la lumière c'est entre la lumière du soleil à l'extérieur de la caverne et les images à l'intérieur de la caverne. Et
ne serait-ce que pour cette raison-là, je ferais du mythe de la caverne un objet d'enseignement. Je mettrais au programme de à tous les niveaux des écoles. Ben, il était à l'époque où j'étais au cégep. Mais je ne sais pas ce qu'il y en a aujourd'hui. Alors là, la liberté ne consiste pas à choisir entre des objets. C'est pas elle consiste à choisir entre la lumière du soleil et les images qui sont au fond de la caverne. Et le choix est douloureux. Une illusion de choix, l'illusion de connaissance, Exact. d'expertise. Exactement. Et le choix est douloureux parce que l'homme qui est attaché au fond de la caverne est enchaîné. Et pour se tourner vers la lumière, il faut qu'il se déchaîne, ce qui provoque des blessures, qui est douloureux. Je pense qu'il y a là une leçon qui est vraiment inoubliable, tout à fait fondamentale. Il y a un autre mythe dans Platon qui est le mythe d'Air. Ça se passe aux enfers, dans la perspective de la métempsychose, de la réincarnation. Alors, il y a des âmes réunies comme un encan. On leur offre des destins. Chef d'État, riche, matelot, médecin. Alors, les âmes se précipitent pour choisir au sens moderne du terme, là, comme si elles étaient devant un écran. Et bien sûr, le premier choix la première âme invitée à choisir choisit le destin d'un tyran, d'un roi, mais sans se rendre compte de tout ce que ça implique. Alors, à la fin de l'histoire, on se rend compte que la plupart ont fait des mauvais choix. En fait, ils avaient cru choisir le meilleur, mais ils ne savaient pas ce qu'ils choisissaient. Et je trouve qu'il faut une façon d'éduquer les enfants à la liberté, c'est de mettre en parallèle ces deux mythes de Platon, le mythe de la caverne d'abord, et le mythe d'Air, et de bien leur expliquer que la liberté la plus fondamentale, c'est celle de la caverne, qui consiste à choisir ou à refuser la lumière, et non pas à choisir tel ou tel objet en étant hors de la lumière, sans savoir vraiment ce qu'on choisit. Vous avez dit refuser la lumière? Alors, c'est la grande question pour moi, la question tout à fait fondamentale. Est-ce qu'on peut ou non refuser la lumière quand on l'a entrevue? Alors, Platon est assez clair là-dessus. Il semble bien que c'est ça la liberté fondamentale de l'être humain. On peut dire non à la lumière. Oui. C'est là que se trouve le choix fondamental. L'autre choix, c'est de se replier sur soi-même, même si on a vu une lumière toute relative, même si on a réalisé des vérités, toutes relatives soient-elles, on peut se les garder, ou on peut essayer de les partager. Dans le mythe de la caverne, il revient, celui qu'on libère. Celui qui accède à la lumière du soleil, le récit continue après. Oui, il revient. Et admettant que cette personne-là veuille revenir dans la caverne, il va devoir souffrir à l'envers les mêmes maux, être aveuglé maintenant par l'obscurité, souffrir d'être inadapté à ce monde. Il va surtout venir passer pour un fou. Il va passer pour un fou. Il va surtout venir à l'occasion, il va taper sur l'épaule de quelqu'un qui regarde des images. Il va attendre le moment opportun, le kairos, le moment opportun. Il y a un dieu grec que j'aime beaucoup, c'est le dieu Kairos, c'est le dieu de l'occasion opportune. Qui est un dieu que j'aime beaucoup. Notre personne, notre sage qui rentre dans la caverne, il va saisir l'occasion opportune pour taper sur l'épaule d'un enfant ou d'un ami pour lui dire, écoute, il y a autre chose.
tournes ta tête de l'autre côté, tu vas apercevoir autre chose. Et ça nous place devant la question de l'admiration. Parmi les choses, parce que en éducation, on parlait tout à l'heure de la vie intellectuelle, du modèle plutôt que de l'image. J'ai parlé de vénération à propos des reliques. Au cœur de toute vie intellectuelle, il y a l'admiration. Parmi les choses qui m'ont beaucoup fait réfléchir dans mes études sur l'éducation récemment, une quinzaine d'années, je participais à un ouvrage collectif sur l'éducation, sur la conception organique de l'éducation. Et j'ai fait une recherche sur le site du ministère de l'Éducation. Je n'ai trouvé aucune occurrence du mot admiration. Alors, pour moi, l'éducation consiste essentiellement à proposer des êtres, des modèles, des chefs-d'œuvre, des choses qui, par leur beauté, leur vérité, leur lumière, leur vie, vont enthousiasmer l'enfant, vont l'élever. Mhm. Et alors, l'admiration, c'est comme le mot, c'est une petite mort. Parce qu'admirer, c'est souvent accepter d'être privé d'une chose. Ça a inspiré à Victor Hugo un autre très beau vers, l'envie à l'éblouissement douloureux. Quand on a une nature un peu portée à l'envie, à la jalousie, quand on est narcissiste, quand on est porté à se replier sur soi, admirer, dans certains cas, c'est presque mourir. Ouais, bon. Tout à l'heure, vous avez parlé de disciples, je ne sais plus dans quel contexte, mais ce qui est mort, c'est la capacité d'être disciple. C'est-à-dire la capacité d'admirer quelque chose qui est plus grand que soi. Et si j'ai pas cette capacité-là, je suis livré à moi-même, je suis tout seul. Alors, c'est ça. Si je peux élire certaines choses, certaines valeurs, certains êtres comme admirables, dignes d'être imités et qui montrent l'exemple pour moi, personnellement, je considère ça comme une grande richesse. Mais je sais à quel point c'est marginal comme pensée. Aujourd'hui, l'idée d'avoir des maîtres ou l'idée d'admirer, c'est presque une faiblesse ou une maladie mentale. Ça fait partie de l'effondrement dont je parlais tout à l'heure. C'est l'homme horizontal. On nous veut horizontal, ou, bon, sans faire mon conspirationniste, on nous veut atomiser chacun tout seul dans son... On n'est plus manipulable comme ça. Écoutez. Si j'admire des personnes, des êtres, des idées, des mythes... C'est ça les racines. L'admiration fait partie des racines. Je suis pas manipulable à ce moment-là. Ce que nos vallées s'appellent les racines dans le ciel, c'est l'admiration. Ça fait partie de ça. Quand j'admire Bach, je suis un grand admirateur de Bach. Et quand j'écoute la musique de Bach, je suis élevé par lui, je l'admire, il m'enthousiasme. Enthousiaste, c'est dans... Enthéos, hein? C'est être invité par un Dieu à être enthousiaste. Alors, quand j'admire Bach, il m'élève au-dessus de moi-même. Il me nourrit. Il me fait mal aussi dans ce sens que Rilke disait la beauté, c'est le commencement du terrible parce que on sent ses propres limites. On accepte ses propres limites. Mm-hmm. Et c'est ça être disciple. Écoutez, Goethe disait devant la supériorité, il n'y a de salut que dans l'amour. Ça, c'est peut-être une des pensées les plus importantes en éducation et dans la vie en général. C'est pourquoi l'amour est si important. Il m'est arrivé souvent d'avoir à me comparer à des êtres, des amis, des proches, que j'ai évoqués dans mon livre, qu'il s'agisse d'Ivan Illich, de Thibon, de Gabriel Marcel, de René Dubos, des génies de notre siècle que j'ai connus personnellement, dont j'ai été proche. Chaque fois, dans chacun des cas, j'ai vécu des moments où je me disais,
Je ne pourrai jamais être... J'étais menacé d'être victime de l'envie. L'envie à l'éblouissement douloureux. Mais je peux dire que j'ai choisi l'admiration spontanément. Je l'ai toujours cultivé. Et je dois dire que ça m'a toujours servi dans la vie d'aller vers les bêtes. Et je vais vous donner un exemple très concret. Au début de l'informatique, quand je dirigeais la revue Critères, on a décidé de faire un numéro sur le crime. J'ignorais tout de la criminologie. Mais on avait un ordinateur au cégep d'Antique, vous savez, qui imprimait sur des feuilles de papier avec trouées, là. Alors, j'ai demandé au chef du service d'informatique de me faire une recherche sur le crime. Déjà en 70, Internet n'était pas encore là, mais il y avait déjà beaucoup de banques de données. Il m'a remis un pied de papier troué avec 5000 références bibliographiques. Là, j'ai compris que je pourrais jamais arriver à concevoir un beau numéro sur le crime. À partir de ça, il m'aurait fallu des années de lecture avec toute une équipe de spécialistes qui auraient lu avec moi pour aboutir à une synthèse improbable. Alors, au même moment, un autre ami me dit, écoutez, je connais un psychiatre à l'Université de Montréal qui est aussi un ethnopsychiatre, un criminologue, un savant comme il en existait en Allemagne au 19e siècle, qui est polyglotte. Il s'appelait Henri F. Lamberger. Il avait travaillé avec Carl Jung, avec Menninger aux États-Unis. Alors, j'ai eu l'audace de l'appeler tout de suite, j'ai téléphoné. Je lui ai expliqué mon projet d'un numéro sur le crime. C'était important parce que ce numéro-là était destiné à former des policiers dans les cégeps. Donc, c'est un document qui était important. Il m'a reçu le lendemain. Il m'a consacré 1h30. Je suis sorti de ma rencontre avec lui avec le plan détaillé d'un très beau numéro qui a fait la réputation de la revue. La revue Critères est devenue une revue internationale universelle. Après 7h30 passées avec Adam Berger, que j'ai à ce point admiré qu'il est devenu un ami. Je pourrais vous raconter beaucoup d'histoires sur la suite des fruits de mon amitié avec lui. Mais j'aime bien raconter cette expérience pour montrer à quel point les maîtres sont précieux et irremplaçables. Il n'y a jamais un ordinateur qui va proposer une synthèse comme celle qu'il m'a proposée. Alors, vous vous rendez compte de ce qui m'a économisé comme énergie? Ben oui. Donc, les maîtres sont des sources d'économie. Ben oui, c'est l'intelligence de ne pas refaire la roue à chaque fois. Exactement. C'est pas technique, là, je ne dis pas au sens de tout ramener à la technique. Mais vous avez évoqué un piège, le piège de l'envie. Si on se met au contact des grands esprits, on risque de se sentir c'est pour ça que humilié au sens humble, disons, et de ressentir l'envie. Mais quel est le plus grand piège? Être envieux des grands esprits ou être dans le nanisme écoutez, des médias sociaux dans lesquels on est en train d'envier la vie de l'autre. Non, mais là vous posez une envie horizontale ou une envie verticale? Quand je dis l'envie à l'éblouissement douloureux, c'est quand on est quand on est de nature, envieux de nature, ce qui est le cas de beaucoup de gens, l'envie. L'envie est si je ne m'abuse, un des péchés capitaux. Oui, mais il faut alors, ben oui, un des buts de l'éducation, c'est d'aider les enfants à surmonter l'envie, à transformer l'envie en admiration. À découvrir bon. Parce que l'admiration va être très féconde, mais l'envie peut devenir quelque chose de l'envie crée le ressentiment. Qu'est-ce que c'est que le ressentiment? C'est de l'envie généralisée. Mais alors là, c'est un sujet on vient d'ouvrir un sujet, on vient de s'engager sur un sujet sans fond, le ressentiment, qui est la conséquence de l'égalitarisme auquel vous faisiez allusion.
l'homme du ressentiment pour se parvenir à s'estimer lui-même en dépit du fait qu'il soit inférieur. Il dénigre l'idée même, l'idée même de supériorité. Oui, j'allais dire c'est la conséquence ou la cause. Le ressentiment est la conséquence ou la cause de l'égalitarisme. C'est les deux. Hmm. Et là, ça nous ramène à une autre question vertigineuse. La vie, la vie n'est pas égalitaire. Il y a des génies, il y a des génies, il existe des génies, il existe des idiots. Le mot est dur, mais c'est comme ça. Ça veut pas dire qu'ils n'ont pas d'âme, entre parenthèses. Ça veut pas dire qu'ils sont pas animés, qu'ils n'ont pas un principe divin d'une autre nature en eux. Mais il y a tous les degrés d'intelligence, il y a tous les degrés de beauté. La vie est un écartèlement, Il y a une hiérarchie. une hiérarchie. Et Ça, alors là, parmi les choses qui me terrifient dans le monde actuel, c'est que quand on se détourne de la force des êtres humains préféreraient, c'est ça qui est ma terreur. Beaucoup d'êtres humains préféreraient être égaux en tant que robots qu'inégaux en tant que vivants. Mhm. C'est pour ça que la question de la machination m'inquiète tant. C'est que le besoin d'égalité, à défaut d'un amour qui permet d'accepter, qui permet d'accepter ce qui nous est supérieur, à défaut d'admiration, on n'est pas capable de supporter les inégalités de la vie. Alors là, la tentation est forte de préférer l'égalité entre machines, l'égalité entre les machines, à l'inégalité du vivant. Dans une nourriture qui améliorerait de l'intérieur le tissu de la société, on cherche on envoie la société au garage, si on peut dire. Et là, on demande à un expert de faire un diagnostic et de chiffrer le coût de la réparation. De toute façon, la société est assurée comme les corps sont assurés. Et si on demande toujours aux experts, on se retrouve avec des gouvernements mondiaux de technocrates qui sont les experts qui décident pour tout le monde et qui conseillent les dirigeants des pays. Ben, c'est un autre sujet tentaculaire. C'est ce que j'ai dit précédemment à propos de la nourriture, là. Comment tout à coup, au 20e siècle, on a remplacé pour ce qui est de la nutrition, on a remplacé des cultures par des, par des connaissances techniques de haut niveau. Mais je termine, si vous voulez, je vais terminer par une petite métaphore qui va résumer tous nos deux entretiens. Le brin d'herbe et le grain de sable. Le brin d'herbe est enraciné dans la terre et dans le ciel parce que c'est grâce à la photosynthèse qu'il est vert. De ce point de vue-là, il est une belle image de l'être humain. Mais il est immobile aussi. Il n'y a pas beaucoup de choix. Et le grain de sable à côté peut aller dans tous les sens. À gauche, à droite, en haut, en bas, il a l'air libre. Mhm. Il va où souffle le vent. Il va au souffle levant. Mhm. Ça me rappelle un mot de notre ami Thibon quand on lui disait, on faisait l'éloge devant lui des modes. Il disait être dans le vent, philosophie de feuille morte. Alors, le grain de sable est dans le vent. Mais si le vent souffle très fort dans une direction, il va devenir une masse. On va découvrir que sa liberté n'était qu'apparente et que sa liberté, ses choix, ses réorientations constantes, c'était une liberté apparente qui se manifeste dans toute son apparence quand le vent devient fort et pousse dans une même direction. Ça fait une masse, ça crée un désert. Tandis que le brin d'herbe, il résiste même aux pieds qui l'écrasent. Il bouge pas. Mais il a une identité, il est plus libre que le grain de sable qui bouge.
Il offre une résistance au pied qu'il écrase et surgit. Et d'une certaine manière, il est immortel par rapport au grain de sable. Et il va former une communauté, une prairie avec d'autres brins d'herbe, mais il ne fera jamais une masse inerte. On conclut là-dessus. On conclut là-dessus. Merci beaucoup.